Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'émission Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec des livres. Délivrez-vous parce que nous croyons fermement ici, à Radio-Télévision Caraïbe, que les livres ont ce fabuleux pouvoir de nous permettre d'explorer notre nature profonde, de savoir qui nous sommes. Les livres ont ce lumineux pouvoir de nous donner des clés pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, pour décortiquer la complexité des choses. Les livres sont des outils qui nous permettent de comprendre tout ça et de doubler la réalité, d'aller plus vite que le réel. Et même, certains livres ont ce pouvoir de nous permettre d'augmenter le réel. Aujourd'hui, nous allons parler du réel haïtien à cette émission, d'un fragment majeur du réel politique haïtien. Il s'agira, mesdames et messieurs, de consacrer toute une émission à celui qui a fondé tout simplement Haïti. Mesdames et messieurs, je nomme l'empereur Jacques Ier, Jean-Jacques Dessalines, qui, au cours des siècles, qui, dans un imaginaire politique assez mal construit, assez mal formaté, qui nous a toujours été présenté comme un sanguinaire, comme un barbare, comme un inculte. Mais, mesdames et messieurs, nous allons voir aujourd'hui, est-ce que véritablement le père fondateur de la nation haïtienne correspond à ce fâcheux profil que ses ennemis, évidemment, lui ont construit? Bienvenue, mesdames et messieurs, à Délivrez-vous. Je vous laisse respirer parce que, tiens, avant-hier, c'était l'anniversaire du grand poète René de Pestre qui vient d'avoir 96 ans et qui est toujours vivant au sud de la France. Poète en résonance avec les combats de Dessalines, je vais vous lire l'un des poèmes les plus importants de la littérature haïtienne qui dénonce les mauvais traitements que les esclaves noirs ont subis à Saint-Domingue. Des mauvais traitements qui étaient infligés par des colons français, des colons espagnols, des colons anglais et des colons de toutes sortes. Mesdames et messieurs, si vous m'appelez D'Angelo Neyard, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur, à tout de suite avec tant poème. Respirez. Le 29 août dernier, René de Pestre, poète né à Jacmel, l'un des écrivains haïtiens les plus récompensés à travers le monde, l'un des écrivains haïtiens les plus prestigieux au monde, qui a notamment remporté le prix Renaudot, qui est l'une des récompenses littéraires les plus importantes au monde. René de Pestre a fêté ce 29 août ses 96 ans. Et René de Pestre, s'il est à ce point connu, s'il est à ce point adulé, c'est parce que sa poésie est aussi une poésie de combat. Je vais vous lire justement un texte de Pestre tiré de son livre Minerai noir, où il dénonce les mauvais traitements que les esclaves noirs ont subis en Haïti, à Saint-Domingue, du temps de la colonisation française. Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. Alors commença la ruée vers l'inépuisable trésorerie de la chair noire. Alors commença la bousculade échevelée vers le rayonnant midi du corps noir. Et toute la terre retentit du vacarme des pioches dans l'épaisseur du minerai noir. Et tout juste, si des chimistes ne pensèrent au moyen d'obtenir quelque alliage précieux avec le métal noir, tout juste si des dames ne rêvèrent d'une batterie de cuisine en aigle du Sénégal, d'un service à thé en massif négrillon des Antilles, tout juste si quelque curé ne promit à sa paroisse une cloche coulée dans la sonorité du sang noir, ou encore si un brave Père Noël
ne songea pour sa visite annuelle à des petits soldats de plomb noir. Aussi, quelques vaillants capitaines ne tailla son épée dans l'ébène minéral. Toute la terre retentit de la secousse des foreuses dans les entrailles de ma race, dans le gisement musculaire de l'homme noir. Voilà de nombreux siècles que dure l'extraction des merveilles de cette race, ô couches métalliques de mon peuple, minerais inépuisables de rosée humaine. Combien de pirates ont exploré de leurs armes les profondeurs obscures de ta chair. Combien de flibustiers se sont frayés leur chemin à travers la riche végétation des clartés de ton corps, jonchant tes années de tiges mortes. Voilà, c'est publié en 1956, l'un des poèmes les plus célèbres de René de Pestre. Alors pour les jeunes qui regardent maintenant cette émission, à 16 ans, René de Pestre était l'un des poètes les plus connus en Haïti, l'un des poètes les plus respectés en Haïti et l'un des poètes les plus engagés politiquement. Il a notamment été une figure emblématique du mouvement politique Les Cinq Glorieuses, ce mouvement qui a permis l'éviction du pouvoir de Élie Lescaut, par exemple. C'était un homme politique très engagé dans les mouvements de la négritude et surtout un poète de grand talent et engagé, comme on l'a dit, dans ce poème Le Minerai Noir. Et justement, celui qui sera la star de cette émission, il est un minerai noir. Nous allons parler, mesdames et messieurs, de Jean-Jacques Dessalines, ancien va-nu-pied, ancien esclave de champ, maltraité, battu, qui a conduit tout un pays vers la conquête de sa totale liberté. Mesdames et messieurs, je reçois aujourd'hui Jean-Hérol Pérard autour de ce livre, Jean-Jacques Dessalines dans l'histoire d'Haïti. Attention, je vous laisse respirer. À tout de suite avec l'ingénieur Pérard. Vie privée de Jean-Jacques Dessalines. Dessalines n'était pas un Adonis, mais partout où il passait, les femmes étaient sensibles à son pouvoir de séduction. Au moment de la guerre du Sud, et particulièrement lors du siège de Jacmel, Marie-Claire Bonheur a cédé à cette invincible séduction. Ce type de séduction des gens qu'on aime et à qui l'on voudrait résister, au moins pour la forme. Elle était veuve, mais elle avait encore gardé son charme et sa passion, ainsi qu'une vitalité qui facilita ses rapports avec le révolutionnaire. Marie-Claire était plus âgée que Dessalines de 10 ans. Cependant, elle n'était pas encore à l'âge où l'on reste insensible à la séduction et aux attraits physiques. Mesdames et messieurs, je reçois sur ce plateau Jean-Hérol Pérard, qui est déjà passé sur ce plateau avec son costume de Christophien, qui aujourd'hui fait tout un travail sur Jean-Jacques Dessalines, l'un des travaux les plus mémorables sur le fondateur de la nation haïtienne. Nous allons voir ensemble la vie privée de Dessalines, sa vie militaire, ses engagements, ses combats, ses erreurs, ses succès et surtout nous allons voir quelle était la psychologie de cet homme qui a fondé ce pays dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un travail monumental. Bienvenue, ingénieur Pérard, à Délivrez-vous. Merci de me recevoir à votre émission, monsieur Néa. Toujours un plaisir. Quand c'est pas le Palais sans souci, quand c'est pas Christophe, c'est Dessalines. Il y a déjà une passion constante chez vous, ingénieur Pérard. C'est la passion de l'histoire. D'abord, cette première question. Pourquoi l'histoire occupe autant votre présent? Mon cher, j'ai fait mes premiers pas au point de vue professionnel à l'ISPAN. Donc, dès que j'ai été reçu comme ingénieur, j'ai travaillé à l'ISPAN et mon premier chantier a été la citadelle, la restauration de la citadelle. Et maintenant, lorsqu'on est en préservation du patrimoine, on doit faire beaucoup de recherches historiques pour bien situer les ouvrages sur lesquels on intervient. Donc, ceci m'a donné le goût de faire les recherches historiques pour les travaux de restauration d'abord,
pour comprendre la citadelle, pour comprendre la logique de construction de la citadelle. Et c'est ainsi que je me suis mis à l'ISPAN à faire des recherches. Maintenant, j'ai fait pas mal de recherches sur la citadelle, sur la fortification. Et lorsque j'ai été en Italie au cours de ma 3e bourse d'études, j'ai vu un bouquin qui s'appelait Venise restaurée. Et j'ai pensé que je pouvais faire mon premier livre, qui était La citadelle restaurée. Et pour faire La citadelle restaurée, j'ai fait beaucoup de recherches qui m'ont donné suffisamment d'informations sur Christophe. Et en mangeant la petite vient, j'ai fait mon 2e livre sur le palais de Sans-Souci. Et en faisant le palais de Sans-Souci et la citadelle, j'ai accumulé suffisamment d'informations pour faire un livre sur Christophe. C'est ainsi que j'ai fait mon 3e livre sur Henri Christophe. Et après, bon, à l'orée du 250e anniversaire de la ville du Cap, j'ai pensé qu'il fallait faire un livre sur le Cap, et j'ai fait le Cap haïtien, 350 ans d'histoire. Et maintenant, j'ai vu que le plan que j'ai utilisé pour faire Henri Christophe, un grand méconnu, pouvait convenir à Dessalines. Et c'est ainsi que j'ai fait pas mal de recherches et j'ai consulté facilement plus de 200 titres. Et j'ai pu concocter cette histoire-là sur Jacques Dessalines. C'est déjà un élément important. J'ai vu que Dessalines est aussi méconnu que Christophe. Donc, lorsque j'ai fait mon livre Henri Christophe, ce grand méconnu, j'ai vu que Dessalines était aussi méconnu. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le même plan pour faire un livre qui permet de découvrir Dessalines sous un autre jour. Dessalines non seulement méconnu, mais quelque part craint et détesté par certains. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, ingénieur Péral, un Haïtien lambda croisé dans les rues du Cap, de Jacmel, de Port-au-Prince, aurait de Toussaint une meilleure image que Dessalines qui nous a été vendu comme un sanguinaire, comme un criminel? Est-ce que ce livre a été fait pour, on va dire, réhabiliter l'image de l'empereur? Et moi, je pense avoir fait un livre pour déconstruire certains clichés qu'on a perpétués sur Dessalines. Dessalines ne mérite pas ça, ne mérite pas autant de hargne, autant de mauvaises pensées. Donc ce livre peut servir à ça, mais le livre commence par, on va dire, la naissance de Dessalines. Déjà, il y a des trous d'information. On n'est pas trop sûr de sa date de naissance, ni exactement de son lieu de naissance, il me semble. On est très sûr de son lieu de naissance. Mais on n'est pas sûr de sa date de naissance. Mais ceci est tout à fait explicable. Parce que, à l'époque de la colonie, les esclaves étaient des meubles. Donc il n'y avait pas un registre d'état civil pour les esclaves. Donc il n'y avait pas de registre d'état civil pour inscrire le nom, la date de naissance et les informations sur le nom du père, de la mère. Ceci n'existait pas. C'est pour ça que Dessalines, d'ailleurs, a changé de nom plusieurs fois. Il a été d'abord la propriété de Jacques Duclos. Donc il s'appelait Jean-Jacques Duclos. Et lorsque Duclos est mort et que la femme de Duclos a épousé Jasmin Dessalines, il est devenu Dessalines parce que la femme de Duclos, qui était la fille de Toussaint Louverture, a épousé Dessalines, et Dessalines est devenu le propriétaire de Dessalines, et c'est ainsi qu'il a changé de nom, qu'il est devenu Dessalines.
Et Dessalines n'est pas seulement un homme de combat ni un militaire. On apprend dans ce livre qu'il était charpentier. Oui, parce que Dessalines, le second propriétaire, était un charpentier et qui construisait des charpentes pour les églises et pour toutes les constructions, les guildives dans la colonie, toutes les constructions généralement quelconques. Il a appris à Dessalines l'art de la charpente. Dessalines rentre en politique à 30 ans. Est-ce qu'on peut dire en politique ou en combat contre le système colonialiste? J'ai montré dans le livre d'abord qu'il était dans un environnement de combat et il avait environ 30 ans lorsque survient la révolution de Saint-Domingue, lorsque les événements de 1791 ont eu lieu. Donc il était dans la zone de la Grande Rivière du Nord, mais parce qu'il y avait des bases de Biassou, de Jean-François et de tous ces gens-là dans les environs de... Oui. À l'époque, quand la révolution éclate en août 1791, Dessalines n'est pas encore une figure importante, on va dire. Non. C'est Jean-François, Biassou, Boukman et Toussaint qui sont au devant de la scène. Oui. À quel moment Dessalines rentre en scène? Dessalines va être remarqué pendant une bataille qui a eu lieu du côté du Mont-Nepelé, et Toussaint, qui conduisait les opérations à cette époque, a remarqué un jeune très intrépide qui est tombé de cheval et qui s'est relevé malgré les feux. Malgré le feu nourri autour de lui. Donc Toussaint s'est dit, celui-là il pourra être un grand guerrier, et Toussaint l'a remarqué et a commencé à s'intéresser à lui, et c'est à ce moment-là que il a gagné la confiance de Toussaint et il est même devenu presque son second. En tout cas, il est devenu un adjoint pour lui. Absolument. Mais ce qu'on apprend dans ce livre et qui peut faire trembler beaucoup de Dessaliniens, ingénieur Perra, vous écrivez que Jean-Jacques Dessalines était au courant du complot de kidnapping contre Toussaint et qu'il a quelque peu laissé faire. C'est quand même grave. Nous sommes à la télévision, plein d'historiens regardent. Est-ce que les choses se sont passées réellement ainsi? Est-ce que Dessalines a livré Toussaint quelque part? Il n'a pas livré Toussaint. Il a compris que Toussaint était fini. Il a compris que l'ère, accent grave, était fini. Et il a compris ça, ou il voulait prendre la place de Toussaint? Il a compris que Toussaint n'avait pas d'avenir et que les carottes étaient cuites pour lui. Là, nous sommes à une époque de l'histoire où Napoléon Bonaparte envoie des troupes en Haïti pour rétablir l'esclavage. Oui. Et là, Toussaint est kidnappé, déporté et placé en France. Mais Dessalines, le grand intrépide, a combattu à ce moment-là pour les troupes françaises, pour Rochambeau. C'est ce qui est dit dans le livre. Non pas Leclerc, parce que Rochambeau est agréable. Oui, mais Dessalines a compris que s'il était un petit peu trop proéminent, lui aussi, il allait subir le même sort. Mm-hmm. Il allait subir le même sort que Toussaint. Donc, il s'est écrasé pour protéger son avenir et pour protéger l'avenir de la Révolution. J'aimerais que vous donniez le contexte historique de l'époque. En 1793, Sontonax va proclamer la liberté générale et tout. Donc Haïti est, on va dire, plus ou moins un État libre en 93, jusqu'à ce que Bonaparte renvoie des troupes en 1802. Est-ce que nous sommes dans ça comme contexte politique à l'époque? Entre 1793 et 1798, on a eu beaucoup de turpitudes, c'est-à-dire qu'il y a des allées et venues dans la Révolution, mais il y a déjà
un phénomène d'organisation de la révolte et un phénomène de mise en place d'un système de renversement du système colonial. Ok. Et du coup, dans cette période-là, on voit Dessalines à côté de Toussaint, évidemment, qui passe côté anglais, puis côté espagnol. Expliquez-nous ce jeu de positionnement, de revirement. Non, mais ce jeu-là, c'était pas Dessalines qui était à la manœuvre, c'était Toussaint. Mhm. Dessalines, il suivait Toussaint et il était le faiseur de choses pour Toussaint. Ouais. C'est Toussaint qui était à la manœuvre. C'est pas Dessalines qui prenait les décisions. Et vous écrivez que Dessalines faisait à l'époque le sale boulot pour Toussaint. Bien sûr. Et tout en n'assumant pas, il me semble, après. Non, mais Dessalines a accepté que Toussaint le fasse passer pour le mauvais gars. Mhm. Et c'est ce qui nous a été transmis dans l'histoire. Mhm. Et déjà, si on prend comme exemple, à l'époque de la guerre du Sud, la guerre des couteaux, Dessalines a exécuté fidèlement les instructions de Toussaint. Et Toussaint est venu après pour dire, mais vous êtes terrible, je ne vous ai pas demandé d'arracher l'arbre, je vous ai seulement demandé d'émonder l'arbre. Et Dessalines n'a pas rechigné. Voilà, on va revenir sur la guerre du Sud. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous et nous prenons beaucoup de plaisir à parler de Jean-Jacques Dessalines aujourd'hui. Jean-Jacques Dessalines qui est le fondateur de la nation haïtienne. Je suis avec mon invité, l'ingénieur Perard, qui nous a fourni mais vraiment un travail de qualité sur Papa Dessalines. Respirez, mesdames et messieurs. À tout de suite pour la suite de cette émission. Nous allons parler de la guerre des couteaux. Nous allons rentrer vraiment dans la vie privée de Dessalines, la danse, les femmes, l'alcool, la fête, ses rapports avec l'autorité. Nous allons explorer sa première constitution. Mesdames et messieurs, restez devant vos écrans. À tout de suite. Respirez. De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau de l'émission Délivrez-vous, où nous avons le plaisir de vous parler de Jean-Jacques Dessalines. Nous sommes à la page 61. Nous allons parler de la guerre des couteaux, ou la guerre du Sud, qui a eu lieu en Haïti entre 1799 et 1800. La guerre des couteaux est le conflit qui opposa les deux chefs de guerre de la révolution haïtienne, le noir Toussaint Louverture et le mulâtre André Rigaud. Elle est souvent présentée comme un conflit entre la caste des Noirs, représentée par Toussaint, et la caste des mulâtres, représentée par Rigaud. Mais ce qu'on apprend dans ce livre, ingénieur Perard, c'est que la guerre des couteaux n'était pas qu'une affaire de couleur. Les choses sont plus compliquées qu'elles ne le paraissent. Oui, c'est ça. Hein? On présente souvent la guerre des couteaux comme un conflit de race, un conflit de couleur, un conflit de classe, alors que c'était autre chose que ça. Donc, le problème était beaucoup plus profond. La guerre des couteaux est survenue à l'instigation de Hédouville. Hédouville, qui avant de partir, a eu la malice de dire à Rigaud qu'une partie du territoire qui était sous le commandement de Toussaint lui appartenait et qu'il pouvait réclamer ce territoire-là, c'est-à-dire toute la zone de Grand Goâve, Petit Goâve et tout ce bagage-là. Tout le Grand Sud. Tout le Grand Sud. Donc, Rigaud étant mulâtre, général mulâtre. Oui. Hein? Donc, Rigaud a cru bon selon ce que lui a dit Hédouville, de rapatrier cet espace territorial. Et évidemment, Toussaint Louverture n'a pas voulu qu'il y ait, on va dire, cette rupture sur l'intégrité territoriale. Et c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Maintenant, à l'époque de la guerre des couteaux, où sont les colons français? Haïti n'est pas encore une république indépendante. Nous sommes en 1800. Où sont les Français? Les Français sont là. Hein? Les Français sont là, mais ils sont dans le sud comme ils sont dans le nord. Mais ils ne participent pas directement à cette guerre carrément fratricide. Non, ça c'est l'affaire des gens qui sont aux commandes de l'armée,
de l'armée française à Saint-Domingue. Ouais. C'est vrai parce qu'à l'époque... Ce sont des généraux Ouais. de l'armée française qui s'affrontent. Et Toussaint, pour gagner cette guerre, a eu recours à l'armée anglaise. Toussaint a cherché des secours du côté anglais. Et s'il n'y avait pas eu un concours des Anglais, Toussaint n'aurait pas gagné. Il y a des passages qui sont très, très remarquables sur la résistance d'une ville comme Jacmel lors de cette guerre des couteaux. Jacmel, on l'ignore, hein, c'est quand même une ville de grands combattants à cette époque. Ils ont résisté, ils ont tenu jusqu'au bout. Ah bah Même, oui. Ils ont tenu pendant longtemps. Mhm. Malgré qu'ils étaient canardés à longueur de journée, mais ils ont tenu bon. Et c'est à cette occasion-là que Dessalines a rencontré sa femme. C'est ce que j'allais vous dire justement. Quel rôle a tenu Dessalines lors de cette guerre des couteaux et qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie privée? Oui, c'est à ce moment-là qu'il a fait la rencontre de Marie-Claire. de Marie-Claire, qui était infirmière, qui donnait des soins aux soldats blessés de l'armée indigène. On va profiter de ce passage, on va dire, de guerre pour ouvrir la porte sur la vie privée de Dessalines. À cette époque, Dessalines n'avait pas que Marie-Claire dans sa vie. Dessalines, nous l'apprenons dans ce livre, était vraiment un homme à femme. Il était fambré, comme disent les Haïtiens. Bon, il papillonnait. Est-ce qu'à l'époque, c'était la norme ou est-ce que Dessalines était exceptionnel dans ce rapport à la vie et ce rapport aux femmes? C'est-à-dire dans son désir d'avoir des relations d'amour pluriel. Dessalines n'était pas le seul. Hein. Par exemple, il y a une anecdote sur Henri Christophe qui un jour rendait justice sous l'arbre du caïmitier à Sans-Souci. Et il a demandé à ses collègues quel titre il pouvait donner à l'un de ses fils. Et on lui a fait plusieurs propositions et en fin de compte, il a dit à ses camarades, je vais appeler mon fils le duc de la diversité parce qu'il est né de la diversité de mes plaisirs. Donc c'est pour te dire que Dessalines n'était pas le seul à avoir multiples femmes. Mais Marie-Claire Heureuse avait quand même fait une exigence à Dessalines qui était... Marie-Claire Heureuse, pour essayer de fidéliser un petit peu Dessalines, a accepté de reconnaître tous ses enfants adultérés. Parce que Marie-Claire n'a pas enfanté pour Dessalines. Et elle était plus âgée de 10 ans que Dessalines, nous apprenons, et elle était veuve. Donc elle était vraiment très femme. Ouais. Et c'est elle qui dominait la relation avec Dessalines. Mais Dessalines a eu quand même des maîtresses qui avaient un fort tempérament. Et certaines maîtresses ont coûté beaucoup au trésor public, ingénieur Pérard. Comme Euphémie d'Aguil, par exemple. Absolument. Parlez-nous de cette femme, en effet, qui était l'une des maîtresses préférées de Jean-Jacques Dessalines. Dessalines avait deux maîtresses préférées. Il y avait Euphémie d'Aguil et il y avait Tikoulout aussi. Tikoulout? Oui. Ouais, carrément. Qui était une danseuse. Ah, ok. Une fameuse danseuse. Et comme Dessalines aimait la danse, c'est que Tikoulout dansait particulièrement bien, donc Dessalines. Mais Euphémie d'Aguil jouait un rôle particulier à Dessalines. C'était elle qui était son antenne, pour utiliser un mot à la mode. Donc, c'est elle qui tenait un salon dans le sud. Et c'est dans ce salon-là où elle recevait plein de monde qu'elle collectait des informations qu'elle transmettait par courrier à Dessalines pour l'informer de ceux qui se tramaient contre lui. Ouais. Donc, Euphémie d'Aguil était du service d'intelligence de l'empereur. C'était le responsable du service d'intelligence de l'empereur dans la partie sud de l'île. Et on va voir ça dans quelques instants à l'émission. Le complot qui a conduit vers l'assassinat de l'empereur, Dessalines a quand même eu bruit de ça par ce service d'intelligence qui était assez bien alimenté. Mais cette femme a rendu jalouse d'autres maîtresses de Dessalines par rapport à son train de vie. Elle avait quoi, 1000 piastres par mois, quelque chose du genre, oui. Qui déjà à cette époque représentait beaucoup d'argent. C'était beaucoup d'argent. Ouais. Et c'était tiré du trésor public. Mais Dessalines pouvait ne pas s'étonner de ça, parce que Dessalines était riche.
Oui, ça on l'ignore. Hein. Personne ne s'est jamais prononcé sur la richesse personnelle de Dessalines. Pourquoi dites-vous que Dessalines était riche? Parce que Dessalines, comme d'autres généraux de l'armée de Toussaint, avait bénéficié de beaucoup de plantations. Dessalines était détenteur de 32 propriétés qui lui rapportaient en moyenne 100 000 francs à l'année, ce qui lui faisait une pactole de 3 200 000 francs à l'année. Et à l'époque, 3 200 000 francs à l'année, Dessalines était vraiment un millionnaire, quoi. Oui. C'était l'un des hommes les plus riches de Saint-Domingue. C'est pour ça que, par exemple, on dit que l'histoire rapporte que Christophe, l'histoire la grosse caisse autour de Christophe qui a mis le feu à la ville du Cap lors du débarquement des Français. Mais Dessalines a fait la même chose à Saint-Marc. Oui. Il a été le premier à mettre le feu dans sa maison à Saint-Marc. Oui. Une maison très coûteuse. Qui était très somptueuse. Ouais, voilà. Il avait un ameublement somptueux. Donc il était une personne richissime. Mais nous, l'histoire d'Haïti nous présente Dessalines comme un gueux. Ouais. Et je dirais en créole, on est qui pas campé sous rien, alors que Dessalines, c'était quelqu'un qui... Dessalines était un homme riche, justement. Maintenant, il y a une bataille importante, la bataille de la Crête à Pierrot, en 1802. On ignore que les indigènes, l'armée indigène a perdu quelques combats. Mais nous n'avons pas perdu la bataille de la Crête à Pierrot. Ouais, et les généraux... On a souffert. En lisant le livre, on a beaucoup souffert. Mais ils ont résisté. Parce que quand même, les troupes françaises étaient facilement 10 fois plus nombreux que les troupes haïtiennes. Et ils étaient mieux équipés. Oui, mais ils ont résisté. Et maintenant, ils ont réussi à faire une sortie qui est enseignée dans les écoles militaires. Mais le fait d'abandonner le fort, n'est-ce pas un aveu d'impuissance et la reconnaissance d'une défaite? Non, mais non. C'est-à-dire, justement, c'était une manœuvre. Ils ont simulé une capitulation. Ils ont fait de se sauver. Et il y avait des tranchées. Et ils se sont tapis dans le creux de cette tranchée qui était recouvert d'arbres, et puis de paille d'arbres et de paille. Et ils ont pris les Français à revers. Et beaucoup de Français se sont blessés, et des généraux ont pris des balles, ont reçu des balles. Quand un général reçoit une balle dans son talon, ça veut dire que c'est quelqu'un qui partait en fuite. Absolument. Donc, c'est pour ça que la bataille de la Crête à Pierrot reste quelque chose d'extraordinaire et que je vous dis que la manœuvre du général Lamartine qui a tenté la sortie est enseignée dans des écoles militaires, jusqu'à l'heure actuelle. Hein. Et vous avez quelques mots, on va dire, très intéressant à l'endroit de Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, on la apprend aussi dans ce livre, qui était l'une des maîtresses de Jean-Jacques Dessalines. Définitivement. Elle est devenue maîtresse de Jean-Jacques Dessalines après la mort de la Martinière. Oui, de son mari. Ouais. Donc, Marie-Jeanne, c'est vraiment une femme de chef. La Martinière n'étant plus là, elle passe à Dessalines. Bon. Là, je n'étais pas là pour vous donner une opinion. Mais à la bataille de la Crête à Pierrot, elle s'est illustrée comme étant une militaire d'envergure. Bah oui. Et elle est peut-être l'une des personnes qui m'ont donné l'idée de commencer à préparer un livre sur les femmes qui ont joué un rôle dans la guerre dans la Révolution haïtienne. Absolument. Et alors, beaucoup de jeunes qui regardent maintenant cette émission pensent que la bataille qui a libéré Haïti, c'est la bataille de Vertières. Mais vous mentionnez quand même à plusieurs reprises dans ce livre qu'Haïti
a tenu une bataille pendant 13 années pour devenir un pays indépendant. Ouais, c'est une guerre C'est une guerre de 13 ans. C'est une guerre qui a duré 13 ans. C'est important de le mentionner en effet parce que lorsqu'on est à l'école en Haïti au secondaire, on a en tête quelques batailles vite fait. On s'est dit c'est l'histoire d'un mois, de 2 semaines. Pourtant, c'est 13 années de lutte acharnée. Ah bah oui. Et, Oui. et Dessalines occupe combien d'années sur ces 13? Dessalines a commencé à jouer un rôle important à partir de 1798. Mhm. Mais Dessalines est passé aux commandes à partir de 1802. Ouais, là, il est vraiment C'est lui le chef à partir de 1802. Alors, on va dire, le contexte qui va vraiment asseoir Dessalines comme chef, c'est le congrès de l'Arcaillais, où on apprend encore dans ce livre que Catherine Flon, c'est la fille de Jean-Jacques Dessalines. Ça, je l'ignorais totalement. Disons, c'est ce que rapportent certaines sources. Hein. Mhm. Donc, c'est dans ce congrès de l'Arcaillais, 1803, 18 mai 1803, c'est là que Pétion va accepter que Dessalines conduise l'armée, c'est ça? Non, c'était déjà... Ça a été consolidé. Consolidé. Mais c'était des... De fait, Dessalines C'était- conduisait non. déjà l'armée à indigène. partir d'octobre 1802. De fait, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui explique que ça soit Dessalines et non un autre? Vous avez un chapitre sur les qualités qui ont fait de lui un militaire hors du commun. Quelles sont ces qualités qui ont permis à Dessalines d'être cette personnalité militaire et politique qui a pu sortir du lot pour conduire l'armée haïtienne vers sa libération? Mais c'est que ses congénères ont compris qu'il avait une capacité de discernement Ouais. qui était extraordinaire, d'une part. D'autre part, il avait une capacité à s'attirer la confiance de ses camarades, de ses subordonnés Mhm. et de ses supérieurs. Et il était aussi doué de discernement. Ça, c'est important. Hein. Pour être un grand héros, il faut pouvoir voir les choses avec discernement et lucidité militaire. Non, il avait un sens militaire qui était très aiguisé. Et c'est ce que les autres ont admiré chez lui. Hein. Et surtout, le courage, ingénieur Perra. Oui, donc moi, lorsque j'ai remarqué le profil psychologique de Dessalines, et j'ai comparé avec ce qu'on dit dans les théories militaires de leadership militaire dans les bouquins de l'armée américaine, j'ai vu que Dessalines, ça correspondait parfaitement au profil de Dessalines. Et Dessalines avait aussi un sens de l'intérêt général, et au niveau conceptuel, et au niveau moral, écrivez-vous. Oui, c'est ça. Hein? Donc c'est ce qui fait de Dessalines. C'est pour ça que les autres n'ont pas eu de problème à le mettre en avant. Cependant, il avait un sens de la chose publique qui ne correspondait pas aux autres, et c'est ce qui va amener sa perte. Donc Dessalines était un être charismatique. Donc le fait qu'on nous ait vendu Dessalines comme un homme sous-éduqué, c'est une mauvaise image qu'on nous a donnée de l'empereur. Mais Dessalines, déjà, il a posé beaucoup de problèmes. C'est pour ça que Dubroca, déjà, le premier livre qui a commencé à vilipender Dessalines, c'est le livre du français Dubroca, et qui est pas... Le livre qui est paru à Mexico, non? Oui. Mhm. Donc c'est Dubroca qui a commencé à démolir Dessalines. Et Voilà. que beaucoup d'Haïtiens ont suivi Dubroca. Absolument. Comme le blanc qui dit ça, donc Voilà. c'est la vérité. Hein. Voilà, on va réhabiliter l'image de l'empereur, mesdames et messieurs, ou dire toute la vérité sur lui. Vous suivez l'émission Délivrez-vous. Si vous m'appelez D'Angelo Néard, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur, on revient tout de suite après cette courte respiration où nous allons malheureusement voir qui a comploté contre Dessalines. On va voir qu'est-ce qui, dans les actions de Dessalines, a pu créer autour de lui, on va dire, un concert de haine, de jalousie, d'aigreur, qui a pu conduire vers sa perte, mesdames et messieurs.
Respirez, parce que après cette pause, on va aussi voir l'héritage de Dessalines. Qu'est-ce qu'il a laissé à la nation? Nous sommes toujours dans ce beau livre de l'ingénieur Pérard. Respirez, à tout de suite. La conspiration de 1806. La grogne contre Dessalines avait commencé à monter depuis l'été 1805. Et particulièrement après le 1er janvier 1806, jour de la célébration de l'indépendance. La question qui se posait, ce n'était pas s'il fallait mettre fin au dessalinisme, mais plutôt quand le faire. Donc Dessalines, on a commencé à l'assassiner depuis l'été 1805. Et son assassinat, du moins le complot, a démarré dans le sud. Pourquoi le sud et non le nord? Dans le contexte politique de l'époque, et dans le contexte des actions de Dessalines. Non, il faut croire quand même qu'il y avait une plus grande concentration de mulâtres dans le sud que dans le nord. Mhm. Et celui qui a commencé la conjuration contre Dessalines, c'est le général Geffroy, qui a commencé à écrire des lettres il a commencé à écrire des lettres au général Christophe pour lui dire qu'on va débarquer Dessalines. Et qu'est-ce que les mulâtres du Sud avaient contre Dessalines? C'est ce qu'on va voir là. Hein. Qu'est-ce qui a assassiné Dessalines? D'abord, le truc a commencé à partir de la constitution de 1805. Parce que là, on voulait faire une république et Dessalines, lui, il a fait un empire. Il y a déjà... Première raison d'une grogne. Oui, donc il y a déjà cette histoire-là. Les gens du Sud sont républicains, Dessalines, lui, il fait un empire. Ouais. Et dans l'empire, c'est la concentration des pouvoirs autour de la personne de l'empereur, qui avait le droit de désigner son propre successeur et tout. Voilà. Ouais, donc, ça... Déjà que les gens du Sud voulaient récupérer les terres des colons et continuer avec le même système que les colons. Alors ces mulâtres qui étaient les fils des colons français estiment qu'ils étaient les héritiers légitimes des plantations. Et que toutes les plantations leur revenaient de droit. D'où la fameuse déclaration de Dessalines. Ben oui. Dessalines dit ça à ces gens-là et les Noirs dont les pères sont en Afrique. N'ont-ils donc rien? C'est l'une des premières déclarations ayant conduit vers son assassinat. On ne sait pas exactement, il n'y a aucun texte qui prouve qu'il a jamais dit ça. Ok. Mais c'est une déclaration qui lui a quand même été attribuée. Ça, c'est sûr. Voilà. Autre élément qu'on reprochait à Dessalines, c'est le fait que ses maîtresses, il me semble, pesaient dans le trésor public. Donc, l'argent de l'État, estimait-on à l'époque, servait à prendre soin des maîtresses. Moi, je pense que lorsqu'on veut tuer un chien, on l'accuse de rage. Hein? Absolument. Donc, ce qui est certain, c'est que les généraux qui gravitaient autour de Dessalines pensaient que si les maîtresses de Dessalines pouvaient mener une vie fastueuse, leur maîtresse aussi avait le droit de mener une vie fastueuse aussi. Donc, ils pensaient que autant que Dessalines pouvait puiser dans le trésor public pour donner une vie de faste à ses maîtresses, donc leur maîtresse devait pouvoir... Mais Dessalines avait aussi d'autres problèmes. Par exemple, il y a un général dans le Sud qui a été à l'instigation même de la révolte contre Dessalines. C'est parce qu'une fois que Dessalines faisait une visite dans le Sud, il a été reçu chez un général de brigade. C'est à qui ça s'est passé? Ah bah oui. Et pendant la nuit, le général entend un bruit insolite dans sa maison. Il se lève pour aller voir ce qui se passait. Et un des aides de camp de Dessalines l'empêche d'aller à la chambre de sa fille, lui disant carrément, le général est occupé dans la chambre, vous ne pourrez pas entrer. L'un des généraux ayant comploté contre Dessalines l'a fait ça que pour ça.
Parce que Dessalines a couché avec sa fille. Non, mais Dessalines a carrément pollué sa maison. Hein. Bon, il aurait pu se sentir fier, quoi. Que le général couche avec sa femme, avec sa fille. C'était quand même pas rien. Et ces gens qui complotaient contre Dessalines ont même rédigé un manifeste de résistance à l'oppression. Ce qui fait que avant, on va dire, la date fatidique de l'assassinat, tout le Grand Sud, jusqu'à Tiburon, dit-on, était anti-Dessalines avec une grande campagne de diffamation. Ben oui. On avait déjà assassiné le caractère de Dessalines avant de l'assassiner physiquement. Ben oui. Et la conjuration a commencé avant même, très longtemps avant que Dessalines ne soit réellement assassiné. Donc il y avait déjà tout un manifeste et toute une campagne de dénigrement contre Dessalines et on passait à la loupe les moindres faits et gestes de Dessalines qui étaient contre leurs intérêts. Et donc, c'est ainsi que Pétion s'est intégré dans cette histoire très tôt. Et Christophe était déjà complice et le général Geffroy était dedans. Donc, Et dans le cadre de Christophe, que vous aimez beaucoup, quand le complot se tramait contre Dessalines dans le sud, et Christophe ayant pressenti que Dessalines allait être assassiné et qu'il allait occuper tout le nord, il a quand même posé une action, on va dire, très reprochable. Je vous laisse le dire. non, mais le Dessalinien et le Christophien que je suis a pris un coup parce que lorsque, dans mes recherches, je suis tombé sur un document qui appartient au fonds de la Banque de la République d'Haïti et je vois un ordre du jour du Conseil des généraux en date du 16 octobre 1806 où je vois si Christophe co-signé avec Pétion et Romain un manifeste qui dit que, disons, un ordre du jour qui dit que il faut punir tous les gens qui vont manifester de l'intérêt pour Dessalines, qui est un traître, qui a renié tous ses serments et tout ce bazar-là. Donc là, le Christophien que j'étais en a pris un coup. Et Christophe a aussi participé à l'assassinat de Capois-Lamort. Ben oui. Parce que il n'a pas participé, il a commandité. Il a commandité l'assassinat de Capois-Lamort parce qu'il voulait tout simplement occuper tout le pouvoir dans le Grand Nord. Non, mais Christophe voulait occuper tout le pouvoir dans le pays. Ce que Pétion voulait aussi. Parce que si on comprend bien, Dessalines a quand même été assassiné par son environnement immédiat. Les gens en qui il avait le plus confiance. Non, mais ses compagnons de combat. Mais Dessalines n'était pas un saint non plus. Ce qu'on reprochait à Dessalines, de quoi il était vraiment coupable. On l'accuse par exemple d'avoir négligé le salaire des officiers de l'armée. Est-ce que c'était vrai, ingénieur Perard, d'après la vérité de l'histoire? Non, mais le problème c'est que le pays n'avait pas beaucoup de ressources. Et vous l'avez dit dans le livre, en effet. C'est pour ça qu'il faut le lire, ce livre, le contexte économique de l'époque. Et c'est un pays qui était coincé à toutes les entournures. Donc, on nous empêchait d'exporter, on nous empêchait de faire du commerce, mais cependant, il nous fallait acheter des armes, il fallait construire des forts, il fallait faire des dépenses militaires qui étaient quand même assez importantes. Et on n'avait pas toutes ces ressources-là. Et Dessalines était obligé de fortifier tout le pays parce qu'il y avait cette peur d'un retour fatidique, d'un retour des Français. Non, mais c'est parce qu'ils étaient au courant quand même. Il y a eu pas mal de mémoires dont ils ont pris connaissance qui montraient des plans de campagne que les Français avaient concoctés pour revenir en force. Donc, ce n'était pas parce qu'ils étaient carrément craintifs. Il y avait des raisons valables. Absolument. Et en même temps, les pays de la région, les pays du monde entier ne voulaient pas qu'Haïti intègre le concert des nations. Non, mais parce que toutes les nations européennes
avait des colonies dans tout le bassin de la Caraïbe. Donc, il ne voulait pas que l'exemple d'Haïti soit suivi. Et que notre projet ne réussisse pas. Et même les États-Unis d'Amérique. Non, mais les États-Unis étaient esclavagistes. Absolument. Tout le sud des États-Unis, il y avait des plantations, il y avait des esclaves noirs. Et il y a même... Donc, ils ne voulaient pas que nous soyons un modèle pour ces gens-là. Absolument. Et ce que vous dites dans ce livre, il y avait même des grands planteurs sud-américains qui voulaient soutenir l'armée coloniale française lors de la guerre de l'indépendance. Tout à fait. Donc c'est pour montrer que notre modèle n'était pas apprécié. Et Haïti était banni, exclu, mis en quarantaine. Il y a même une expression d'un Américain là. On était du moins exclu du reste du monde. Et Haïti était perçu comme le mauvais exemple. Oui, c'est un truc qu'il faut circonscrire. Ouais. Il y a même, je me rappelle à l'école, cette phrase d'un colonel français, il faut laisser ces sales nègres cuire dans leur jus. Donc Dessalines, après la conquête de l'indépendance, gouverne un pays qui est encerclé et qui est exclu du reste du monde. Oui. Qui n'arrive pas à faire commerce avec les autres nations. Donc ça fait qu'il n'a pas de ressources. Du moins, il y a un petit commerce. Avec l'Angleterre que vous dites en effet, et les États-Unis un petit peu. Oui, mais c'est des trucs qui se font en demi-teinte. En demi-teinte. Ouais, c'est pas vraiment un commerce extérieur. Non, mais c'est pas un commerce. Donc on essaye de soutirer les plus grandes marges bénéficiaires de ce commerce, c'est-à-dire qu'on stocke presque les biens que nous produisions à cette époque-là. Donc on ne nous donnait pas toute la latitude de profiter de nos histoires et d'en tirer le meilleur profit. Donc le peu de ressources dont disposait l'empereur, il a dû évidemment les consacrer pour la fortification du pays et l'achat d'armes. Et là l'achat d'armes de guerre. Oui, absolument, parce qu'il était obligé, sinon on pouvait perdre notre souveraineté. Et le fait que des soldats aient été à cette époque-là sous-payés, ils n'ont pas compris, on va dire, cette dimension d'homme d'État de Dessalines. Oui, c'est que le plus grand défaut que Dessalines avait à cette époque-là, il n'a pas réussi à vendre son projet. Il n'a pas bien vendu son projet. Il ne s'est pas fait comprendre. Non. Parce que les anciens esclaves, lorsqu'il leur demandait de continuer à travailler la terre, ils ont compris que c'était le même système. Ils ont compris que le fait de travailler, c'était encore être esclave. Et c'est de cette situation que les mulâtres du Sud ont profité pour porter tous ces gens du Sud à se rebeller contre Dessalines. Mais, justement, il faut faire une nuance. Ce n'est pas le peuple qui s'est levé contre Dessalines. Ce sont ces généraux. Oui. Mais en même temps, le même Dessalines... C'est plutôt ceux qui étaient une certaine classe moyenne et l'élite qui ont renversé Dessalines. Ce n'est pas le peuple. En même temps, le même Dessalines avait donné à ses généraux beaucoup de propriétés. Mais il en voulait plus. Il voulait prendre la place de Dessalines. Non, ils avaient un appétit goulu. Ils avaient un appétit goulu. Ils voulaient plus de propriété, ils voulaient plus de biens. Donc... Mais en même temps, quand Dessalines, il apprend par divers canaux qu'il y avait rébellion, qu'on voulait même l'assassiner, je suis désolé de le reconnaître, ingénieur Pirard. Je sens que c'est l'ego de Dessalines, quelque part, qui a causé sa perte et le fait qu'il ait minimisé ses ennemis. Dessalines, c'est le genre de gars qui n'a pas peur. La peur, il ne connaît pas, lui. Et il s'est cru, par exemple, astucieux. Parce que là, comment on l'a eu, par exemple, au Pont-Rouge? Il a dépêché un soldat qui devait se tenir sur le Pont-Rouge lorsqu'il venait de la Haute-Tibonite, il rentrait à Port-au-Prince. Donc, s'il voyait le type debout en uniforme sur le Pont Rouge, donc il pouvait avancer. Ses ennemis ont pris le gars, ils l'ont déshabillé, ils ont pris ses accoutrements, ils l'ont mis sur un autre type de même taille, de même grosseur, qui a
la même corpulence. Donc Dessalines, en venant de loin, il voit le type debout, il pense que tout est bien, et puis il a été pris dans... Il a été pris dans le piège. Dans le traquenard, ouais. Ouais. Mais avant d'aller au Pont Rouge, on a conseillé à Dessalines de mobiliser autour de lui une forte armée. Mais il avait tellement une surconfiance en lui et son ego étant, il n'a pas voulu se faire accompagner d'une grosse armée. Il n'a pas jugé bon, et ça a été une erreur. C'était une erreur capitale. C'est pour ça que je vous dis qu'il a minimisé ses ennemis, il a minimisé le complot. Bon, il n'a pas cru que ses compagnons de combat pouvaient aller jusque-là. Jusque-là. Donner cette confiance. Ouais, ça me fait penser au président Jovenel Moïse, de regretter mémoire, justement, qui n'aurait jamais pensé que ses ennemis auraient été jusque-là, jusqu'à son assassinat. Est-ce qu'on peut tirer cette leçon de l'assassinat de Dessalines, qu'un chef ne doit jamais minimiser ses ennemis? Je crois qu'il serait bon de faire ça. Il serait bon. Et à la mort de Dessalines, évidemment, le pays est divisé en deux, etc. On n'avance pas. Ingénieur Perra, on ne va pas tout dire, et parce que sinon les gens ne vont pas aller découvrir ce magnifique ouvrage et soutenu par la Banque de la République d'Haïti sur Jean-Jacques Dessalines. Maintenant, il vous reste à nous dire où est-ce qu'on peut trouver ce livre. Bon, ce livre est déjà disponible. Ce livre est disponible à la Pléiade. À la Pléiade, voilà. Et à partir de cette semaine, je vais mettre un stock à Pétionville, la place Saint-Pierre. Là. Toujours à la Pléiade, complexe promenade. Non, il y a déjà ça. Au-delà de la Pléiade, à Astérix. Astérix, je vais mettre à Astérix. Sinon, ce livre est disponible en version électronique sur Amazon. Il y a une version Kindle chez Amazon. Absolument. Je vais bientôt faire une version papier, paperback. J'y travaille encore. Mais c'est disponible en Kindle chez Amazon et en version numérique. Ingénieur Perra, j'ai une dernière question. En faisant vos recherches sur Dessalines, et ce qui a conduit évidemment vers ce livre, qu'est-ce que Dessalines représente pour vous qu'il ne représentait pas avant? Ces recherches m'ont permis d'apprécier Dessalines différemment. Et moi, je trouve que Dessalines est un type extraordinaire. Et je n'avais pas pris cette dimension avant de faire toutes ces recherches. Bon, il est vrai que j'ai dû consulter plus de 200 sources pour me faire une idée de Dessalines. Et il est un type extraordinaire. Voilà, c'est ce qu'on va garder. Dessalines, ce militaire extraordinaire qui a tout carrément fondé Haïti et qui malheureusement a été trahi par ses proches, par ses généraux et qui étaient justement avides de pouvoir, avides d'argent, de richesse et qui l'ont assassiné. Mesdames et messieurs, Jean-Jacques Dessalines, dans l'histoire d'Haïti, de l'ingénieur Jean-Hérol Pérard, c'est un livre qu'il faut absolument lire. Je remercie maintenant le staff technique de la télévision qui nous a permis de vous présenter cette émission. Dieudonné, Gamin, Rebecca pour le maquillage, Carlin pour le montage, Ronald pour la mise en onde. C'est cette équipe qui nous permet de vous présenter cette émission avec évidemment la généreuse bénédiction de Patrick Onsignac qui pilote le navire Caraïbe. Si vous m'appelez D'Angelo Neyard, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous. Gardons bonheur.